Notre invitée, c'est Rachel Kahn. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. dans Punchline. Très heureuse de vous recevoir ce soir. Vous êtes artiste, vous êtes écrivain, essayiste. Vous avez été visé par un tweet antisémite de Medine, le rappeur, qui a été invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Vous étiez dans un premier temps moqué de cette venue, de cette invitation que vous jugez incongrue de ce rappeur dans ces universités d'été. Il avait fait un tweet en faisant un jeu de mots ignoble sur votre nom, Rescanpé. Votre nom, c'est K-H-A-N, Rescanpé, rescapé. Personne ayant été jetée par la place hip-hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Ce tweet, évidemment, est absolument révulsant. On va juste écouter les piètres excuses que ce personnage a formulées lors des universités d'été des Verts. Et puis on entendra votre réponse. Vous avez publié une tribune dans Le Monde aujourd'hui. Et vous allez lui répondre. Mais d'abord, on écoute la réponse de Medine, les pseudo-excuses de Medine. Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte, d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Je n'avais absolument pas non plus calculé, ou plutôt visé, la famille de l'essayiste Rachel Kahn, ni qui que ce soit qui avait vécu la Shoah, qui avait vécu la déportation. Tout de suite, quand je me suis rendu compte de cette erreur, je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée, auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce tweet-là. Rachel Kahn, est-ce que vous estimez que ce sont des excuses? Non, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est de renverser toujours On est dans un monde, en fait, aujourd'hui où c'est un syndrome assez particulier. J'ai l'impression qu'on revient avant 1789, les privilèges, la victimocratie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont coupables par ce qu'ils sont, l'homme blanc de plus de 50 ans, et d'autres qui sont non coupables, quoi qu'ils fassent. Et là, dès le début, il dit, en fait, ces arguments de cours d'école, c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle. Sauf que elle m'a insulté. Il le dit, les mots ont un sens, mais il faut relire mon tweet. Moi, je connais très bien les Verts, je viens de cette famille politique. Et je sais qu'il y a des ateliers traitement des déchets. Aujourd'hui, on connaît la situation climatique, la situation environnementale. Et en fait, par l'atelier traitement des déchets, je parlais des quenelles, je parlais des questions d'injurier les communautés LGBT, je parlais de traiter les laïcs par des mots extrêmement violents. Enfin, c'est-à-dire que là, on a une personne qui est multirécidiviste d'attaques extrêmement violentes, et c'est ça qu'il faut traiter. Et le problème, c'est que ces déchets sont biodégradants. Personnellement. Et non pas biodégradables. Je suis dans Punchline, j'en profite. Absolument, vous avez raison. Il dit « Je n'ai pas mesuré la charge émotionnelle liée en gros à la Shoah ». C'est un argument valable. Il dit « Les mots ont un sens ». On ne peut pas dire dans la même phrase « Les mots ont un sens » et « Rescapé, je n'avais pas mesuré la charge émotionnelle ». Par ailleurs, là où il est très mal tombé, c'est qu'il utilise le nom de mon père, qu'on parle très peu de l'esclavage arabo-musulman. Et là, très précisément, j'ai dans mon sang ces crimes contre l'humanité, ceux qui nous concernent tous. Et effectivement, il fait une attaque personnelle en donnant en présentant soi-disant ses excuses de manière générale. Quand Juliette Armanet a fait son truc sur la chanson de Michel Sardou, voilà. Elle lui envoie un message personnel et pas sur Twitter. Bien sûr. Vous êtes vous-même issu de plusieurs cultures. Votre maman est juive, votre papa africain et musulman. Et en fait, c'est à ça qu'il s'attaque, c'est ça, en disant « rescanpé ». Je sais que mon existence, pour tous les communautaristes et les sectaristes, mon existence est insupportable parce que j'ai dans le sang la République. Cet amour que mes parents vivent, ils se sont rencontrés en France. Je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, d'un papa très noir, d'une maman très blanche polonaise, juive, musulman. Et puis en plus, il y a eu cette islamisation de l'Afrique au fil des temps. C'est vrai que l'origine, en fait, mon père est animiste. Il y a eu le catholicisme qui est arrivé, puis l'islamisation. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il s'attaque à cela, ce mélange-là, qui est éperdument laïque et républicain, avec un respect des croyances de chacun dans ma famille, mais surtout, il s'attaque à une femme libre,
Et qui va le rester. Nathan Devers, c'est d'ailleurs une interview que vous donnez au Monde, c'est pas une tribune. Quels sont les ressorts de cette polémique pour vous? Vous qui êtes épris de philosophie et qui aimez le sens des mots justes. D'abord, je voulais vous dire tout mon soutien en face. Et deuxièmement, le sens de cette polémique. Moi, il y a une chose qui m'a profondément marqué dans cette polémique. C'est le tweet, mais c'est surtout la perception de ce tweet-là. Si il y avait eu un jeu de mots comme ça, ignoble, à connotation homophobe ou à connotation avec du racisme contre une autre communauté, à l'unanimité, on aurait entendu à gauche des condamnations les plus sévères. Et ça aurait été tout à fait heureux et tout à fait normal. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des partis, notamment à gauche, qui mettent en avant le fait de lutter de manière, si vous voulez, entre guillemets, intransigeante, contre toute forme de discrimination physique, symbolique, etc., contre les minorités et aussi dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. Là, quand on parle de la question antisémite, c'est vrai qu'on a observé, ici ou là, un certain nombre de complaisances. Certains ont parlé d'antisémitisme imaginaire, comme si on avait besoin d'inventer des antisémites. Et puis, deuxièmement, un des grands acquis des dernières années, ça a été quand même cette idée qu'il faut écouter les concernés. Et que, si vous voulez, quand on parle d'homophobie, quand on parle de misogynie, ce n'est pas à quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ces situations dans sa chair, dans son histoire, de venir s'exprimer sur la réalité de cela. Et qu'évidemment, quand quelqu'un vient raconter qu'il a subi des discriminations, ça a une valeur. Et c'est vrai que là, la communauté juive, dans cette configuration, n'est pas elle-même concernée. Ça veut dire que sa parole n'est pas entendue. Et quand les Juifs, à l'unanimité, disent ce sujet est problématique, ou à la quasi-unanimité, eh bien, on leur oppose une forme de démenti et une indifférence. Et de déni. Rachel Kahn, vous êtes d'accord avec Nathan Devers? Absolument d'accord. Et puis, en fait, Forisson avait inventé cette forme de relativisme ou ce négationnisme. Et maintenant, avec ces personnes-là, ces influenceurs-là de haine, il y a le ricanement de la Shoah. Et ça, c'est extrêmement grave. Louis de Ragnel, votre analyse de cette situation? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que dit Médine, et sur le moment aussi, ça m'a frappé, c'est qu'il dit « j'ai eu un problème de surréaction ». Et donc, moi j'ai aucun problème avec le fait que... Non mais, on se sent blessé, il peut se sentir légitimement blessé par votre tweet, et immédiatement, le réflexe pavlovien, c'est de faire un truc antisémite. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Que quelqu'un, je ne sais pas, il aurait pu vous dire qu'il vous déteste, qu'il n'aime pas ce que vous écrivez, ce que vous pensez. Et en fait, il y a quand même... Non mais, les problèmes... Enfin, ça dit quand même quelque chose. Enfin, et moi, ça m'intéresserait de savoir, selon vous, ce que ça dit. Ces gens qui ont un problème... Voilà, je pense que vous acceptez la contradiction. On a déjà fait des plateaux. Et on n'était pas toujours d'accord sur tout. Mais la personne voilà, qui pète un plomb, et ça se traduit par l'antisémitisme. Absolument. Et puis, pour reprendre le fil, c'est qu'il répond à un tweet qui n'était pas le tweet sur l'atelier des traitements des déchets. Il répond à un tweet que je fais sur le fait que Mathilde Panot invite Médine aux universités d'été. Moi, je suis profondément choquée par encore les mots de Mathilde Panot qu'elle avait dit à la tribune à l'attention d'Elisabeth Borne. Elle lui avait dit rescapée. Donc je dis, c'est bien parce que comme ça, Médine et Mathilde Panot pourront nous expliquer ce que veut dire le mot rescapé. Donc là, j'ai déjà dressé un décor. Et lui répond à cela. Et effectivement, vous avez raison, c'est qu'il surréagit avec quelque chose d'antisémite, et ce qui montre qu'il a été débordé par son inconscient, en fait. Et que finalement, cette banalisation en fait, de l'antisémitisme, et puis qui est adoubée par des représentants politiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est pas cette personne. Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce sont les représentants politiques qui relaient cette information, cette complaisance des élus de la République. C'est extrêmement dangereux. Que ce soit les Verts ou la France Insoumise. Les Verts, la France Insoumise, ceux qui se sont tus. Je parle même plus largement de certains élus qui sont dans la NUPES et qui ne se sont pas exprimés. Et qui pourtant auraient pu vous soutenir. Mais complètement. C'est soi-disant des républicains et qui restent au sein de la NUPES, comme ça, dans cette complaisance extrêmement dangereuse. Une complaisance qu'on a pu vivre dans les années 40. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Une complaisance électoraliste, est-ce que vous pensez que cette attitude, cette posture-là, a des visées électorales, de récupérer un certain électorat? Complètement. Électoraliste, clientéliste. Alors c'est assez étonnant et paradoxal pour des partis qui se disent contre le capital de raisonner en termes de part de marché.
Ça m'étonne beaucoup. Après, quand on travaille sur le développement durable, justement pour les Verts, quand on fait des pronostics à l'horizon 2050, je ne crois pas que ça soit la meilleure solution de parier sur des idéologies morbides. Je croyais que c'était un parti de la vie. Et là, on est dans un parti de la mort. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de notre société, des fractures, du communautarisme qui monte dans notre pays, cet incident gravissime avec ce rappeur? Oui, c'est vrai que si le clientélisme, en fait, c'est de fracturer, c'est de diviser, c'est de jouer sur les peurs, c'est de jouer aussi sur les colères, parce que là, ça fait du bien à certaines personnes d'être très en colère. C'est aussi relayer l'énergie qui se déploie sur les réseaux sociaux. Ça dit énormément de choses. Après, ça dit aussi que la mise en place de manière constante de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, dont on a besoin pour répondre aux défis d'aujourd'hui, le climat, l'économie, les crises économiques, sociales, la culture, soi-disant, c'est un artiste, très bien, chacun a le droit de se définir, mais quand on a une Mathilde Panot qui fait des références à Brassens, à Victor Hugo et Médine, je suis désolée, tout ne se vaut pas, tout n'est pas dans tout. Là, on est dans un truc d'égalitarisme populiste. Quand on reprend les chansons de Jacques Brel, voir un ami pleurer, par exemple, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre, mais sur la brèche, on n'est que suif. Enfin voilà, ça nous fait avancer dans nos humanités. Les artistes sont là pour nous réparer, nous fédérer, et que nous puissions évoluer pour remplir notre rôle, qui est normalement d'être face à ces défis qui sont majeurs. Nathan Dever, vous partagez ce constat? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouvais que c'était une belle idée d'inviter un artiste. L'idée, si vous voulez, il y a eu une période, je ne sais pas, Aragon, c'était quand même incroyable, quoi. Au PC, c'était Aragon qui comptait plus que le secrétaire du PC. Ensuite, naturellement, c'est ça le problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est que si vous voulez... alors, la question que je me pose, est-ce que c'est uniquement de l'électoralisme ou est-ce que c'est que, de la même manière que l'extrême droite est travaillée par plus qu'un impensé antisémite, une vraie tradition de l'antisémitisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un impensé de certaines formes d'antisémitisme dans certaines régions de la gauche? Et encore une fois, ce n'est pas forcément conscient, mais d'abord ça appartient à l'histoire. Je veux dire, que ce soit Proudhon, que ce soit Marx, etc. Ils s'étaient aventurés dans ces régions-là, et que peut-être que ça travaille une partie aussi. Et là où c'est important, c'est que c'est un symptôme non seulement de la haine des Juifs, mais c'est un symptôme aussi de toute une visualisation du monde social. C'est-à-dire que le juif, c'est toujours le symbole aussi de quelque chose d'autre. Et on ne parle pas assez du fait que l'antisémitisme est extrêmement présent aujourd'hui dans notre société, qu'on renvoie beaucoup les juifs à la politique israélienne, par exemple. Oui. Il n'est pour rien, je veux dire, un juif français qui va jamais en Israël de sa vie va être renvoyé à ça systématiquement. C'est extrêmement présent. Et en effet, ce qui vous est arrivé, me semble-t-il, est le symptôme de ce vide. Rachel Kahn, l'antisémitisme de gauche. Tout à gauche. Non, oui, mais je partage effectivement cet amalgame. En plus, c'est des partis qui ne crient pas d'amalgame, mais là, pour le coup, entre les Juifs et Israël, etc. Après, c'est vrai, cette pauvreté, ce vide, hein, on voit bien, ce nivellement par le bas, cette confusion entre l'égalitarisme et l'égalité des droits et des devoirs. Moi, je trouve que, en fait, ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on a des enjeux internationaux. L'Ukraine, l'Afrique, où on se gargarise d'être le pays des Lumières, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, etc. Et plus on descend au niveau de l'échelle nationale, puis du localo-localisme, là pour le coup c'était Le Havre, plus on peut se permettre de dire absolument n'importe quoi. Et le drame, c'est que avant, c'était une évidence et ça aurait été vraiment sanctionné directement. Et aujourd'hui, ça devient un débat. Et pour moi, ce n'est pas une polémique, en fait. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette séquence très longue, pendant 3 semaines, avant les journées d'été, et qu'on se réveille aujourd'hui comme si c'était passé. Et ça, je veux vraiment alerter là-dessus. On a quelque chose à régler par rapport à cet antisémitisme latent. C'est-à-dire que le chapitre n'est pas clos pour vous? Pas du tout. Vous avez été blessée à titre personnel par ce tweet? Oui, et puis mes parents qui sont encore en vie et qui s'aiment et qui sont partis de rien. Enfin, quand une maman enfant caché, on lui a changé son nom pendant la guerre. Elle s'est appelée Renard. Ensuite, maintenant, elle a épousé mon père, donc elle s'appelle Kahn. Et puis aussi, j'ai été blessée parce que lorsque
on commence à rire sur un nom. C'est toute une mémoire, évidemment, personnelle, qui est souillée, qui est rayée. On l'a fait dans l'histoire. D'être gommé, c'est impossible dans une démocratie comme la nôtre. C'est quelque chose que vous ne pardonnez pas. Non, et puis surtout, en tant que femme libre, je me dois de porter mon nom, mon prénom, ma signature, et peut-être d'entraîner, parce que ça me dépasse complètement, c'est un problème qui est ancien, qui est très profond, et d'entraîner les gens à ne plus avoir peur et à s'exprimer en liberté, parce que si on commence à s'auto-censurer, c'est là où ça devient encore plus dangereux. Une clarification est nécessaire, Louis de Ragnel, sur ces sujets. Ah bah, clairement, moi la question que je me pose, et ça m'intéresse d'avoir votre réponse, qu'est-ce qui s'est passé pour que la gauche, qui était, moi quand j'étais petit, le chantre des droits de l'homme, de la tolérance, de la liberté, de la laïcité, du respect de tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette gauche-là vire à une gauche antisémite? Enfin, c'est des choses qui, il y a encore 10-15 ans, étaient totalement impensables à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est une question hyper intéressante, parce que moi qui viens de la gauche, en fait, on vous dit souvent que c'est vous qui êtes d'extrême droite en plus. Donc c'est ça qui est assez remarquable, c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas changé dans vos fondamentaux de gauche, et on vous dit que vous avez changé. Je pense que ce qui s'est passé, c'est le pas de vague. C'est d'être hyper complaisant petit à petit, de ne pas brusquer la jeunesse. Alors en plus, là, la jeunesse... Donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est électoraliste. C'est électoraliste. Parce que si on va au bout de cette logique, après, il y a la position, par exemple, des mêmes sur l'abaya. Absolument. Qui crie à l'islamophobie, qui explique que c'est un scandale et qui font écho aux heures les plus sombres de notre histoire. Électoraliste, mais aussi quelque chose qui relève peut-être de la peur de ne pas... Oui, mais ça revient effectivement à de l'électoralisme, c'est-à-dire pas de vague, on ne va pas faire de bruit, on va laisser faire, et surtout, c'est un comportement immature de la part des politiques et irresponsable. Rachel Kahn, Louis de Ragnel parlait de l'interdiction de l'abaya qui a été décidée par Gabriel Attal. La France Insoumise a décidé de se pouvoir devant le Conseil d'État pour tenter de casser cette décision. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait? La révolte de LFI par rapport à ça. Oui, absolument. Oui, on est... Et 82% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, sont contre le port de l'abaya. Absolument, mais en fait, c'est pour ça que le sujet n'est pas clos. Parce que le sujet que j'ai pu vivre là cet été, ça relève de ça, c'est cette complaisance. À l'école, on est là pour apprendre. Alors, il y avait cette comparaison de Mathilde Panot avec Victor Hugo. Victor Hugo, lorsqu'il parle 50 ans avant la loi, la séparation de l'Église et de l'État, il est sur un État laïque qui permet aux jeunes de pouvoir travailler. On va à l'école pour bosser, pour apprendre, pas pour venir de telle ou de telle manière. Ça dit beaucoup de choses, effectivement, de l'électoralisme et aussi de la pauvreté de ce que ces représentants politiques veulent transmettre à la jeunesse. Nathan Dever, est-ce que cette pauvreté que ces hommes et femmes politiques veulent transmettre à la jeunesse, c'est un constat que vous partagez aussi? Sur la pauvreté du débat politique. Mais pas sur l'abaya, je le sens, pas sur l'abaya. D'accord. Sur l'abaya, je suis un peu moins d'accord, parce qu'il me semble que d'abord, concrètement, on en parlait tout à l'heure, mais que ça aboutira sans doute sur un mur juridique, parce que ça veut rien dire. Une abaya, c'est un vêtement qui peut être vendu par des marques commerciales. Voilà. Et deuxièmement, moi, je trouve que sur les questions de religion, il y a aussi une manière en France de toujours tout réduire à des signes extérieurs, des vêtements, le voile, etc. Pour moi, le vrai ennemi, et je pense que c'était celui de Victor Hugo, c'était l'intolérance. Et je préfère de loin quelqu'un qui aurait une abaya et qui serait extrêmement tolérante à quelqu'un qui n'en aurait pas et qui serait fondamentalement intolérante, et ça existe dans les deux cas. Vous êtes d'accord avec ça, Rachel Kahn, ou pas? Moi, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire qu'on peut aussi être très tolérant et avoir un uniforme à l'école. C'est la solution. Oui, moi, là, j'en peux plus. Franchement, effectivement, j'en peux plus de toutes ces discussions, etc. Ce que je sais, c'est que l'école publique, les enfants juifs ont déserté l'école publique aussi de l'autre côté. Je pense que maintenant, il faut une rigueur, suivre une ligne et arrêter de faire les pas de côté. On a une école qui est malade, donc il faut vraiment traiter, même sur ces signes extérieurs qui sont problématiques, puisqu'ils font débat, et puisque 80% des personnes aimeraient ne plus les avoir en classe. La République est testée en permanence et elle doit résister. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Rachel Kahn, d'être venue ce soir.